Continue avec le Rambam. Alors 5 qui se lève, 5786, commandement négatif, numéro 253. Il nous a également défendu de molester un prosélyte, guerre, et de lui causer du tort lors d'un achat ou d'une vente, ainsi qu'il est dit, ni de le molester. Miklita s'exprime ainsi, ni ne le molestera. En matière d'argent, il a expliqué que la Guémara de Baba Metsia, que celui qui blesse un étranger par des paroles blessantes, viole, ne vous lésez point l'un l'autre, et tu ne constricteras point l'étranger, tandis que celui qui le moleste en matière d'argent transgresse, ni le molestera, en plus de l'interdit général qui lui est applicable comme à tout juif, à savoir la défense de léser en matière d'argent. Donc 3 prakim. Alors 5 qui se lève, 5786. C'est faire Kinyan, loi relative à la vente, chapitre 22. Un homme ne peut pas transférer la propriété de quelque chose qui n'est pas encore venu au monde, que ce soit par une vente ou par une donation, même s'il s'agit d'une donation d'un grabataire. Comment cela? Par les déclarations suivantes. Ce que produira ce champ t'est vendu. Ce que produira cet arbre t'est donné. Donner à un tel le petit que mettra bas cet animal. Bénéficiaire n'acquiert rien. Et en va de même pour tout cas semblable. Celui qui a vendu à un autre les fruits à venir d'un palmier dattier peut se rétracter même après la venue au monde des fruits. Toutefois, si l'acheteur a pris et consommé des fruits, on ne lui en retire pas la contre-valeur, quel que soit celui des deux contractants qui se rétracte. Il n'est pas passible de recevoir la malédiction commençant par les mots « celui qui a puni ». En revanche, si le prix d'une transaction est fixé selon le cours du marché et le paiement effectué comptant, alors que le vendeur n'a pas en sa possession le produit voulu, ce dernier a l'obligation d'acheter le produit et de donner à l'acheteur ce qu'il a été convenu. S'il se rétracte, il est passible de recevoir la malédiction commençant par les mots « celui qui a puni ». Quand un homme fixe selon le prix du marché, qui donnera 4 CA de blé par 1 CA, le blé est au moment de la vente à l'état des pieds avant la moisson. L'acheteur fait acquisition pour ce qui est de donner lieu à la malédiction, commençant par les mots « celui qui a puni » en cas de rétraction. Et ce, à condition qu'il se montre au vendeur dans la grange ou lui dise au marché « je compte sur toi ». Dans ces deux cas, la vente est prise au sérieux. Et si l'acheteur ne se manifeste pas dans la grange, ni ne dit au vendeur « je compte sur toi », on considère que le vendeur n'a pas confiance en l'engagement de l'acheteur. Par conséquent, le vendeur, s'il se rétracte, n'est pas passible de recevoir la malédiction, commençant par les mots « celui qui a puni ». Car il se dit peut-être l'acheteur a-t-il fait une affaire avec un autre fournisseur et n'a pas besoin de ce blé. La propriété d'une chose qui n'est pas en possession du vendeur ne peut pas être transmise. Elle est considérée comme quelque chose qui n'est pas encore venu au monde. Comment cela? Si le vendeur déclare à l'acheteur « ce que j'hériterai de mon père t'est vendu, ce que mon filet remontera de la mer t'est donné. Ce champ, lorsque je l'achèterai, t'est acquis. » L'acheteur n'acquiert rien. Il en va de même pour tout cas semblable. Soit le cas d'un homme agonisant dont le fils héritier désire vendre une petite partie des biens afin d'utiliser l'argent pour les dépenses de l'enterrement. Attendu que le fils est pauvre et que s'il attend la mort de son père pour vendre des biens, le défunt restera sans être enterré et sera déshonoré. Les sages ont institué que si le fils vend en disant « ce que j'hériterai de mon père, aujourd'hui t'est vendu », la vente est effective. De même, un pêcheur pauvre, n'ayant pas de quoi manger, s'il dit « ce que mon filet remontera de l'eau, aujourd'hui t'est vendu », la vente est effective afin qu'il ait de quoi vivre. Soit le cas d'un fils qui vend les biens de son père du vivant de ce dernier et meurt lui-même du vivant de son père, qui meurt à son tour. Le fils du fils peut retirer les biens de ses acheteurs car son père a vendu quelque chose qui n'est pas encore en sa possession. Les biens étaient donc restés en la possession du grand-père et lui hérite des biens de son grand-père. Il en va de même pour tout cas semblable. Quand un homme fait don d'un bien immeuble à un autre, en lui faisant don incidemment, Kinyan Agav, 200 dinars, s'il
Si les dinars sont en sa possession en acquérant le champ, le donataire acquiert également les dinars. Si le donataire n'a pas les dinars en sa possession au moment de la donation, on ne l'oblige pas à donner 100 dinars au donataire, à moins que celui-ci n'apporte la preuve que le donataire avait des dinars au moment de la donation. La loi est la même pour les autres biens meubles dont la propriété est transférée incidemment avec un bien immeuble. S'ils ne sont pas en la possession du vendeur ou du donateur, l'acquéreur n'acquiert pas le bien meuble, car un homme ne peut pas transférer la propriété de quelque chose qui n'est pas en sa possession. Celui qui a un dépôt chez un autre peut en transférer la propriété, que ce soit par une vente ou par une donation, car un dépôt est en la possession de son propriétaire et est présumé intact. Si le dépositaire nie le dépôt, le propriétaire ne peut pas en transférer la propriété, car cela est considéré comme s'il avait perdu et il n'est plus en sa possession. En revanche, dans le cas d'un prêt, étant donné que l'argent prêté est censé être dépensé, il est considéré comme n'étant pas présent. Le prêteur ne peut donc transférer la propriété de cet argent à un tiers que si les trois, le prêteur, l'emprunteur et l'acquéreur, sont présents. Cela étant une règle qui n'a pas de raison, comme nous l'avons expliqué. Mais si le prêt est constaté dans un acte, il peut transférer la propriété du titre par la rédaction d'un écrit et par la remise du titre, car il y a là une chose qui est remise pour acquérir le droit qui y est constaté. De même qu'un homme ne peut pas transférer son droit de propriété sur quelque chose qui n'est pas encore venu au monde, de même ne peut-il pas transférer son droit de propriété sur un bien à une personne qui n'est pas encore venue au monde. Même un fœtus est considéré comme n'étant pas venu au monde. Si un homme transfère un bien à un fœtus, le futur enfant n'acquiert pas le bien. Mais s'il s'agit de son propre fils, étant donné qu'un homme est proche de son fils, son futur fils acquiert le bien en question. Un homme dit à son épouse, je fais don de mes biens aux enfants et que tu auras de moi. Les enfants qu'ils auront n'acquerront rien. En effet, son épouse n'ayant pas conçu au moment de la donation, il n'était pas encore venu à l'existence pour qu'il soit proche d'eux. Celui qui transfère la propriété d'un bien à un animal est considéré comme n'ayant rien transféré. Il transfère une partie de ses biens à un animal ou à un enfant qui n'est pas encore venu au monde, puis qu'il dise à un autre, acquiert comme cet animal ou comme ce fœtus. Celui-ci n'acquiert rien. S'il lui dit, acquiert-toi et cet animal, ou toi et ce fœtus, il acquiert la moitié des biens. Un homme ne peut transférer son droit de propriété que sur quelque chose de substantiel. Mais une chose qui n'est pas substantielle ne peut pas être acquise. Comment cela? Un homme ne peut transférer son droit de propriété sur l'odeur de telle pomme, sur le goût de tel miel ou sur l'apparence de tel cristal. Il en va de même pour tout ce qui est semblable. C'est pourquoi, si un homme transfère à un autre la consommation des fruits de tel palmier ou de l'habitation de telle maison, l'acquéreur n'en fait pas acquisition. Il fait que le propriétaire lui transfère la maison, même pour y habiter, ou l'arbre, même pour manger les fruits, comme il sera expliqué. La règle appliquée aux biens consacrés aux pauvres, aux vœux, n'est pas la même que celle d'un homme ordinaire en matière d'acquisition. En effet, si un homme déclare tout petit que mon animal mettra à bas sera consacré pour l'entretien du temple ou ne sera pas défendu, ou je donnerai à la charité, bien que le petit-né par la suite ne devienne pas automatiquement consacré, puisqu'il n'est pas encore venu au monde au moment de la déclaration. Celui qui a fait cette déclaration a l'obligation d'accomplir sa parole, ainsi qu'il est dit, nombre 33. Selon tout ce qui sort de sa bouche, il fera. Puisqu'il en est ainsi, si un homme ordonne alors qu'il est grabataire, tout ce que produira cet arbre sera pour les pauvres, ou tout le loyer de cette maison sera pour les pauvres. Les pauvres en font acquisition. Certains guéonymes ne sont pas d'accord avec cette règle et disent que les pauvres ne peuvent acquérir que ce qu'une personne ordinaire peut acquérir aussi. Ne peuvent-ils pas acquérir quelque chose qui n'est pas encore venu au monde? Je n'abandonne pas dans ce sens. En effet, un homme n'a pas d'obligation de transférer son droit de propriété. Il est cependant tenu d'accomplir ses paroles en ce qui concerne la charité ou la consécration de la même manière qu'il a l'obligation d'accomplir un vœu, comme nous l'avons expliqué dans les lois relatives aux vœux d'estimation. C'est vers qu'il y a une loi relative à la vente, chapitre 23. La propriété d'un bien pour ses fruits peut être transférée, que ce soit par une vente, par une donation ou par la donation d'un grabataire. Cela n'est pas considéré comme transférer quelque chose qui n'est pas encore venu au monde, car le bien existe et permet à l'acquéreur d'en acquérir les fruits. À quoi cela ressemble-t-il? À celui qui loue une maison ou un champ à un autre. Il ne lui transfère pas le bien, mais la jouissance du bien. Comment cela? Par exemple, il vend ou fait don d'un champ pour ses fruits, soit pour une période déterminée, soit pour toute la vie. Du vendeur ou de l'acheteur, la loi est là. Même pour celui qui vend ou fait don d'un arbre pour ses fruits.
d'une brebis pour sa tonte, d'un animal pour ses petits, d'une servante pour ses enfants ou d'un esclave pour l'œuvre de ses mains. Dans tous les cas, la vente ou la donation est effective. Si un homme vend son esclave seulement pour ce qui est de l'amende, c'est-à-dire qui est encore par le bœuf d'autrui, et meurt l'amende de 30, cela reviendra à l'acheteur. C'est un cas de doute, c'est pourquoi l'acheteur ne l'a pas acquis. Toutefois, s'il saisit le paiement de l'amende, on ne le lui retire pas. Aurait-il vendu un arbre à l'un, les fruits de ce même arbre, à un autre, on considère qu'il n'a pas laissé à ce dernier l'endroit où poussent les fruits. Par conséquent, il n'a droit à rien. En revanche, s'il a vendu un arbre en laissant les fruits pour lui-même, on considère qu'il a laissé pour lui l'endroit où poussent les fruits. Bien qu'il ne l'ait pas explicitement mentionné pour lui-même, il laisse généreusement. La vente d'un bien immeuble pour un temps déterminé est une vente effective. L'acheteur peut user le bien à sa guise et jouir des fruits durant tout le temps de la vente. Au terme, le bien est rendu à son propriétaire. Quelle différence y a-t-il entre celui qui vend un bien immeuble pour un temps déterminé et celui qui le transfère pour ses fruits? Celui qui acquiert un bien immeuble pour ses fruits ne peut pas changer l'aspect du bien immeuble. Il ne peut ni construire ni détruire. En revanche, celui qui l'acquiert pour un temps déterminé peut construire, détruire et agir durant toute la période déterminée comme un acquéreur. Quelle différence y a-t-il entre celui qui vend à un autre un champ pour ses fruits et celui qui vend les fruits d'un champ? Dans le cas de la vente des fruits d'un champ, l'acheteur n'a aucunement le droit d'user du champ, même d'y entrer, si ce n'est au moment de sortir les fruits. Le propriétaire du champ peut en user à sa guise. En revanche, dans le cas de la vente d'un champ pour les fruits, le propriétaire du champ ne peut y entrer qu'avec le consentement de l'acheteur qui peut lui en user à sa guise. Quelle différence y a-t-il entre celui qui acquiert un champ pour ses fruits et celui qui le loue? L'acquéreur d'un champ pour les fruits a le droit de le planter ou de l'ensemencer comme bon lui semble ou de le laisser en friche, ce qui n'est pas le cas du locataire, comme il sera expliqué concernant les lois relatives à la location. De plus, un locataire n'a pas le droit de sous-louer, tandis que l'acquéreur peut transférer à autrui tout ce qu'il a acquis. Quand un homme vend les fruits d'un pigeonnier ou fruits d'une ruche à un autre, celui-là en fait acquisition, cela n'est pas considéré comme vendre quelque chose qui n'est pas encore venu au monde. En effet, il ne vend pas les pigeons à naître ou le miel à être produit dans la ruche, mais le pigeonnier pour ses fruits, les pigeonneaux ou la ruse pour le miel. Il est considéré comme celui qui loue un cours d'eau à un autre qui peut tirer profit de tout poisson qui capture. Ainsi, celui-ci transfère la propriété du pigeonnier pour ses fruits, les pigeonneaux, comme l'on vend un arbre pour les fruits. Tout cela ont le même statut que celui qui loue une maison à un autre, comme nous l'avons expliqué, c'est-à-dire qu'il peut en jouir par tous les moyens. Il en va de même pour tout cas semblable. Les œufs et les oisillons dans le pigeonneau ne sont pas acquis au propriétaire du pigeonnier tant qu'ils ne sont pas envolés. Cela est un décret des sages du fait du commandement négatif. Tu ne prendras pas la mer sur les petits. C'est pourquoi celui qui désire transférer son droit de propriété sur ses oisillons à ses œufs doit taper sur le pigeonnier afin que les mers s'envolent. Se soulevant du sol, il acquiert alors automatiquement les oisillons qui se trouvent dans sa propriété, puis il peut en transférer la propriété à l'autre par un quignon ou assignement avec un bien immeuble, ou encore par les autres modes d'acquisition des biens meubles. Quand un homme achète les fruits du pigeonnier d'un autre, il ne peut pas prendre tous les pigeonneaux qui naîtront à compter du moment présent, car les mères s'enfuiraient et il détruirait alors tout le pigeonnier. Plutôt, il doit en laisser suffisamment pour que le pigeonnier reste peuplé. Combien de pigeonneaux doit-il laisser? S'il s'y trouve des mères et des filles au moment de la vente des fruits, l'acheteur doit laisser la première partie mise au monde par les mères, afin que les mères s'attachent à la première partie aux filles qui sont avec elles. Par ailleurs, il doit laisser 2 paires de pigeonneaux mis au monde par les filles, afin que les filles s'attachent aux 2 paires qu'elles ont mis au monde. Pigeonneaux mis au monde après les 2 paires mises au monde par les filles de la première paire mises au monde par les mères lui appartiennent. Celui qui achète à un autre les produits d'une ruche peut prendre 3 niveaux essaims, l'un après l'autre. Après cela, il peut prendre un essaim et en laisser un, afin que la ruche reste habitée. Celui qui achète des gâteaux de miel à un autre doit en laisser 2 dans la ruche afin que les abeilles ne s'en aillent pas. Celui qui achète à un autre des oliviers pour en couper le bois doit laisser 2 tépharim de la partie de l'arbre proche du sol, c'est-à-dire de la souche et coupée au-dessus. Et aurait-il acheté un sycomore vierge, c'est-à-dire n'ayant jamais été coupé, il doit lever sa hache à 3 tépharim du sol pour le couper. Pour un sycomore ayant déjà été coupé, il doit laisser une souche de 2 tépharim. Pour les autres arbres, il faut couper en laissant une souche d'un tépha. Pour les roseaux et les vignes, il doit couper au-dessus du nœud. Pour les palmiers ou les cédrats, il peut creuser et déraciner l'arbre, parce que
parce que leur souche ne rejette pas. C'est faire qu'il y a une loi relative à la vente, chapitre 24. Quand un homme vend 3 arbres dans son champ, même si ce sont 3 jeunes petits plants ou 3 branches marcottées d'un seul arbre, l'acheteur acquiert le terrain qui leur est nécessaire. Et même si les arbres sèchent ou sont coupés, il acquiert le terrain qui leur est nécessaire. De plus, il acquiert tous les arbres qui sont entre eux. Quel est le terrain nécessaire aux arbres? Le terrain en dessous des arbres, le terrain entre eux et à l'extérieur, c'est-à-dire autour des arbres, le terrain suffisant pour qu'un cueilleur puisse se tenir avec son panier et cueillir les fruits. Cet espace suffisant pour qu'un cueilleur puisse se tenir avec son panier, aucun des deux ne peut l'ensemencer sans le consentement de l'autre. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Lorsque les 3 arbres sont positionnés comme les 3 pieds d'un fourneau sur lequel on dispose d'une marmite, car elles sont 2 arbres face à face et le 3e est positionné entre eux et éloigné d'eux, et ce à condition qu'il y ait entre chacun des arbres une distance allant de 4 à 16 coudées. À partir de quelle partie de l'arbre mesure-t-on? À partir de la partie large du tronc de l'arbre. En revanche, si les arbres ne sont pas placés dans cette position ou s'ils sont situés à moins de 4 coudées ou à plus de 16 coudées l'un de l'autre, ou s'ils sont achetés l'un après l'autre, ou si le propriétaire vend 2 arbres dans son champ et un sur la limite, ou 2 arbres dans son champ et un dans le champ d'un tiers, ou s'il y a une fosse, une rigole ou un domaine public entre les arbres, l'acheteur n'acquiert pas le terrain. C'est pourquoi il n'acquiert pas non plus les arbres qui se trouvent entre deux. Et si l'arbre se dessèche ou est coupé, à l'acheteur n'a plus qu'à s'en aller. Quiconque acquiert 3 arbres et a droit au terrain, si les arbres croisent et donnent un jet, il doit le couper afin de ne pas restreindre le chemin au propriétaire du champ. Toutes les branches et les branches supérieures qui poussent, même les jets de racines, appartiennent au propriétaire des arbres parce qu'il possède le terrain. Celui qui achète des arbres dans le champ d'un autre n'a pas droit au terrain. C'est pourquoi, s'il meurt ou est coupé, il n'a rien et ne peut pas replanter. Si les 2 arbres croisent et poussent des branches et des branches supérieures, il doit les couper de crainte qu'elles ne poussent dans le sol et qu'ils ne disent au vendeur: tu m'as vendu 3 arbres et je possède le terrain. Voici les lois qui régissent tout le bois que le propriétaire des 2 arbres coupe. Ce qui pousse du tronc, c'est-à-dire la partie de l'arbre qui voit le soleil, appartient au propriétaire des arbres. Ce qui pousse des racines, c'est-à-dire la partie de l'arbre qui ne voit pas le soleil, appartient au propriétaire du champ. Dans le cas d'un palmier dattier, le propriétaire du palmier dattier n'a rien de ce qui pousse parce qu'il n'a pas de jet qui pousse de son tronc. Celui qui vend un terrain en retenant son droit de propriété sur les arbres à la moitié de tout le terrain, car il ne se retenait pas de droit sur le terrain. L'acheteur pourrait lui dire: arrache ton arbre. De même, s'il retient son droit de propriété sur 2 arbres seulement, il a le terrain qui leur est nécessaire, car s'il ne se retenait pas de droit sur le terrain, l'acheteur pourrait lui dire: arrache ton arbre et va-t'en. Quand un homme vend des arbres en retenant son droit de propriété sur le terrain, le propriétaire des arbres et le terrain qui leur est nécessaire, comme nous l'avons expliqué. S'il vend le terrain à l'un et les arbres à un autre, le second accomplissant un acte de chazaka sur les arbres et le premier sur le terrain, le second acquiert les arbres avec la moitié du terrain. Et le second qui a pris possession du terrain acquiert seulement la moitié du terrain. Si des arbres ont fait un partage, l'un ayant pris un verger et l'autre un champ céréal, la propriété du verger a, dans le champ de céréales, un droit sur la bande de terre de 4 coudées de large attenant aux derniers arbres du verger, car c'est à ces conditions qu'ils ont fait le partage. Cette condition n'a pas besoin d'être stipulée, car c'est un fait connu. Telle est la loi relative à celui qui vend un autre champ où se trouvent des palmiers, en lui disant à l'exception de tel palmier. Si c'est un palmier de bonne qualité, il est réputé avoir retenu uniquement ce palmier et le reste appartient donc à l'acheteur. Si c'est un mauvais palmier, l'acheteur n'acquiert rien des palmiers. S'il lui vend un champ en lui disant à l'exception des arbres, la règle suivante est appliquée: s'il y a seulement des palmiers, s'il est réputé avoir retenu les palmiers, s'il a des vignes seulement, il est réputé avoir retenu les vignes. Il en va de même pour les autres arbres. S'il y a des vignes et des palmiers, il est réputé n'avoir retenu que les vignes. Et s'il y a des arbres et des vignes, il est réputé n'avoir retenu que les arbres. Et de même, s'il y a des arbres et des palmiers, il est réputé n'avoir retenu que les arbres, car un vendeur vend avec générosité. S'il a retenu les palmiers, il est réputé n'avoir retenu que tout palmier élevé sur lesquels on doit monter à l'aide d'une corde, et le reste appartient à l'acheteur. S'il a retenu les autres arbres, on considère qu'il n'a retenu que ceux qui ne sont pas courbés par un joug. Tout arbre courbé par un joug appartient à l'acheteur et est considéré comme faisant partie du champ.
Celui qui dit à un autre, je te vends un terrain et des palmiers. Quand même, il n'aurait pas de palmiers. S'il souhaite lui acheter des palmiers, la vente est effective. L'acheteur ne peut pas dire, je n'accepte qu'un terrain où se trouvent des palmiers. Et si le vendeur a dit, je te vends un terrain avec des palmiers, la règle suivante est appliquée. S'il y a 2 palmiers dans le terrain, l'acheteur en fait acquisition. Sinon, c'est un marché de dupes et la rétractation est possible. S'il lui a dit, je te vends un terrain de palmiers, l'acheteur n'a pas droit aux palmiers car cette expression signifie seulement un terrain apte à y planter des palmiers. Celui qui vend un verger à un autre, il faut qu'il lui écrive acquiert les palmiers, les dattes et les palmes. Bien que l'acheteur acquiert tous ces éléments, même s'ils ne sont pas explicitement mentionnés dans l'acte de vente, cela est considéré comme un embellissement du contrat. De même, celui qui vend un terrain à un autre, il faut qu'il lui écrive « Je n'ai rien retenu pour moi dans cette vente afin d'éviter jugement et réclamation ». Quand un homme vend une maison à un autre, bien qu'il lui ait écrit dans l'acte de vente « Je t'en ai transféré la profondeur et la hauteur », il faut qu'il lui écrive « Acquiert depuis le sol de l'abîme jusqu'à la hauteur du firmament », car la profondeur et la hauteur ne sont pas acquises sans stipulation. En acquérant la profondeur et la hauteur, l'acheteur acquiert comme hauteur l'espace seulement et pour la profondeur l'épaisseur de la terre. Mais il n'acquiert pas les constructions dans les profondeurs et dans l'espace. Toutefois, quand le vendeur écrit dans l'acte depuis qu'ils sont le sol de l'abîme jusqu'à la hauteur du firmament, ils acquièrent aussi la fosse ou la citerne se trouvant dans l'épaisseur du sol, ainsi que les plafonds et les excavations entre les plafonds au-dessus, comme le miguier qui était construit à cet endroit à l'époque. Si un homme vend une maison à un autre, en précisant à condition que le toit disposant d'un parapet haut de dit Tépharim m'appartienne, il lui appartient par conséquent, s'il désire faire des saillies, il peut le faire. S'il s'écroule, il peut le reconstruire et s'il désire construire au-dessus, il peut le faire comme auparavant. Et celui qui a vendu sa tombe ou le chemin menant à sa tombe, le lieu où se déroule la cérémonie du Mahamad ou sa maison de respect, les membres de sa famille peuvent venir l'enterrer à cet endroit contre le gré de l'acheteur, à cause de l'atteinte portée à l'honneur de la famille. Il paye le prix de la tombe à l'acheteur, bien que cette condition de réméré n'ait pas été stipulée lors de la vente.